Bonsoir, vous regardez le 20h30 de la télévision nationale, les titres. Ils étaient ce lundi au palais Sékou Touréa, les cadres de Guékédou et Kissidougou, avec en tête le patriarche de la ville de Tiendena Dembadouno, rencontre avec le président de la République. Que se sont-ils dit? Les détails dès le début de ce journal. On va parler de la lèpre, une maladie inféodée à l'homme depuis l'Antiquité. Elle est en forte régression dans le pays, avec un taux de prévalence à moins d'un cas pour 10 000 habitants. Quels sont les nouveaux défis pour éradiquer la pathologie? Nous entendrons des spécialistes sur la question. Et puis nous irons au jardin du 2 octobre où on encourage les jeunes à lire. Sur place, un espace est aménagé et ouvert au public. Une initiative de la maison d'édition Harmattan Guinée que la première dame de la République accompagne. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Ce qui concentre l'attention ce soir, rencontre du chef de l'État avec un groupe de cadres de Guékédou et Kissidougou, deux villes du sud du pays dont les responsables renouvellent au président de la République leur soutien pour ses actions et son attention particulière au renforcement du tissu social dans ces deux localités. Compte rendu signé Abdelkarim Kamara. Les ressortissants de Guékédou et de Kissidougou sont venus présenter les vœux de nouvel an au chef de l'État, professeur Alpha Condé, et le remercier pour son soutien au patriarche défunt de Guékédou, El Hadj Issa Poupé Dembadouno, pendant sa maladie. Le futur patriarche de Guékédou, Mathias Dembadouno, a expliqué dans son intervention au président de la République l'effort fourni par les sages de Guékédou pour renforcer le tissu social, le développement de la localité et le soutien au projet de société de professeur Alpha Condé. Le président de la République, professeur Alpha Condé, après avoir présenté les meilleurs vœux de nouvel an à la délégation Kissi, a exprimé sa satisfaction au travail abattu par les sages de Guékédou avant de les prodiguer de sages conseils. Nous avons perdu un grand militant qui est avec nous depuis le début de la lutte et malheureusement que nous avons perdu avec les jeunes. J'aurais voulu que ce soit dans d'autres occasions. Je me félicite aussi que vous avez entendu parce qu'il y avait un peu de problème concernant donc, la désignation. Et je suis content que vous soyez entendu parce qu'il faut éviter que nous nous divisions sur ces questions-là. J'en appelle au cadre, il ne faut pas que nous sommes dans le même bateau. Très souvent, les problèmes sont créés par les cadres de rivalité entre les cadres sur le terrain. Et ça ne nous fait pas avancer parce que les gens doivent travailler dans un même sens, non pas chercher à avoir à s'imposer les uns des autres. Je pense qu'il y a un peu de problème à Guékédou. Il faut qu'on se dise la vérité entre les responsables qui vont là-bas. Il faut que tout le monde conjugue de la même voie, non pas qu'ils se mettent des bâtons dans les roues, ce qui est le cas objectivement afin qu'on se parle. Vous avez trois responsables aujourd'hui, vous avez le ministre de l'élevage, vous avez Marc, vous avez je crois aussi le directeur du budget. Bon, vous marchez sur les pieds, au lieu de conjuguer le même, vous marchez sur les pieds. Or, cela n'est pas une bonne chose pour nous. Donc j'espère qu'avec les charges conseils, vous allez les mettre ensemble. Et il n'y a pas un, deux agendas, trois agendas, il y a l'agenda du président, tout le monde doit travailler dans ce sens-là. Donc il n'y a pas de raison que les gens se marchent sur les pieds, sur le terrain. Nous avons enfin lancé le projet d'irrigation Kissidougou-Guékédou, puisqu'on a mis en place maintenant la direction. On attend maintenant juste la réponse du bailleur de fonds, puisqu'on a sélectionné le coordinateur, etc. C'est un projet qui a tardé à cause de l'Ebola, parce que le FIDA qui devait venir faire l'étude n'a pas voulu venir à l'époque. Il est extrêmement important, l'aménagement, pour que le docteur Théophile ne soit pas seul à faire 4 tonnes à l'hectare. Il faut que tous les paysans de Kissidougou puissent aussi faire 4-5 tonnes à l'hectare. Et ça, ce n'est possible que par l'aménagement. Ensuite, ça va permettre aussi de faire plusieurs cultures, au moins 2 cultures par an. Et il est extrêmement important. Vous savez que notre force, c'est l'agriculture. Bien sûr, on a les mines, mais c'est l'agriculture. Mais l'agro-business, nous ne voulons pas vendre nos produits bruts, nous voulons les transformer sur place. Tout le monde sait que la région forestière est le vivrier de la Guinée, la principale région agricole. Pourquoi nous voulons donner la force à l'agriculture et en renforçant les cultures de chaque région,
Par exemple, quand nous donnons la force au Fonio, nous savons que Kissidougou fait du Fonio, donc nous allons renforcer Kissidougou. Mais nous voulons aussi développer beaucoup partout la culture de cacao et de café, puisque c'est des régions qui sont propices à ainsi que du palmier, mais aussi la pisciculture, l'élevage de porcins, etc. Ainsi que l'élevage de poussins que nous allons lancer. Donc je compte sur vous pour que vous donnez la main et qu'on aille ensemble. Parce que quand on ne se donne pas la main, on favorise l'ennemi. Parce que très souvent aujourd'hui les opposants ne sont pas des opposants, c'est des ennemis. Parce que quand on est opposant, on cherche à ce que le pays aille de l'avant pour pouvoir hériter d'une bonne situation, non pas détruire. Les plus anciens de vous savent que nous avons été posants ici, Ban Madou, Sirajou, Jamal Dore et moi. Vous n'avez jamais entendu qu'on a brûlé un véhicule, vous n'avez jamais entendu qu'on a cassé des maisons à Conakry, etc. Pourtant, on a été posants pendant des années. Pendant que ceux qui sont posants aujourd'hui gouvernaient. Donc l'opposition ne sait pas détruire les biens des autres. Au contraire, moi qui est très content de trouver l'autoroute, de trouver l'aéroport, de trouver les échangeurs, Alassane est bien content d'avoir 2 millions de tonnes de café, 2 millions de tonnes de cacao, c'est pas lui qui a fait, ça a été fait avant lui. Donc on doit chercher à accumuler, non pas à détruire. Mais je vais vous donner la garantie que nous allons continuer notre marche en avant. Et quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit, le train de la Guinée a démarré, personne ne peut l'arrêter. Je vous demande seulement de vous donner la main et de regarder dans le même sens, d'éviter des petits conflits de positionnement qui souvent nous fatiguent inutilement et fatiguent les populations. Parce que les populations sont unies, il ne faut pas que les cadres, par leur lutte d'influence, divisent les populations. Je compte surtout sur les femmes parce que quand il y a des problèmes, c'est vous, les enfants, c'est vous, le ménage, c'est vous. Il ne faut pas accepter donc de vous laisser distraire et de diviser. Il faut que chacun aille dans le même sens. De toute façon, chacun doit faire son travail. Et on verra qui fait quoi. Il ne s'agit pas de lutter pour savoir qui va plaire le mieux au président. Chacun doit faire son travail sur le terrain. Nous sommes là pour travailler pour la population, non pas pour plaire au président, mais qu'est-ce qu'on fait pour les populations. C'est ça qui est le plus important. Parce que nous sommes tous là au service des populations. Donc nous devons nous préoccuper, qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer les conditions de vie de ces populations. Je pense que ça doit être la préoccupation de tous les cadres. C'est normal que chacun cherche une promotion, parce que chacun veut, quand même, chacun va avoir une promotion, c'est normal. Mais la lutte pour la recherche de la promotion ne doit pas amener des conflits inutiles et des oppositions inutiles qui divisent. Donc je souhaite que mes frères, Marc, le directeur du budget et les ministres, sous votre sage, se donnent la main pour travailler ensemble et non pas qu'ils se mangent sur les pieds. Donc notre objectif c'est de lutter contre la pauvreté, l'autosuffisance alimentaire, mais il ne suffit pas que le paysan ait de quoi manger, il faut qu'il ait le moyen de construire sa maison, d'envoyer ses enfants à l'école, etc. C'est pourquoi nous avons lancé des cultures pérennes, c'est-à-dire le café, le cacao, etc. et d'autres cultures qui, en exploitant, permettent à la population d'avoir des ressources financières qui lui permettent de faire face à ses besoins. Donc je compte sur vous pour réellement vous atteler non seulement à l'agriculture, mais aussi à la pisciculture, à l'élevage de poussins, mais aussi à l'élevage de porcins. C'est ça qui va donner des revenus extrêmement importants. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'argile partout en forêt. Nous allons discuter parce que nous avons aujourd'hui les machines en géobéton qui permettent de faire les maisons solides moins chères, puisque c'est 80% d'argile, 20% de ciment. Mais il faut avoir de l'argile de bonne qualité. Je ne suis pas sûr, je ne connais pas très bien, je sais qu'il y a de l'argile de bonne qualité en Haute-Guinée, en Basse-Guinée. Je ne connais pas exactement la situation au Fouta et en forêt, mais nous sommes prêts à mettre les machines de géobéton là où il y a l'argile de bonne qualité, parce qu'il ne faut pas faire des briques qui vont éclater après, donc il faut que l'argile soit de bonne qualité. Parce que si on fait des briques, les briques géobéton sont si solides que le ciment. Il faut que l'argile soit de bonne qualité. Donc c'est vous qui nous direz exactement avec l'analyse de sol dans quelle région de la forêt il y a l'argile de bonne qualité. Aussi nous avons, comme les paysans souvent n'entretiennent pas bien les tracteurs et les moissonneuses batteuses, nous avons préféré maintenant avoir une solution qui consiste à avoir des moissonneuses batteuses de charrues que les paysans louent, mais qu'on fait gestion privée. Parce que quand c'est l'administration, ça ne marche jamais bien. Parce que l'administration, les fonctionnaires ne s'occupent pas beaucoup des choses, ils s'en foutent. Quand c'est une gestion privée, donc nous avons formé des jeunes. Quand les tracteurs finissent de travailler, ils reviennent, on les entretient, donc ils peuvent durer très longtemps.
et ça coûtera moins cher aux gens que d'acheter des tracteurs. C'est la même chose pour les machines batteuses. Nous avons commencé aussi à installer des rizeries. Pour le moment, on n'en a pas installé beaucoup parce qu'il faut qu'on voit le calibrage du riz guinéen avant d'en venir 2 minutes. Il faut qu'on soit sûr, en essayant, quelles sont les améliorations qu'on peut apporter. Pour le moment, on en a à Beila, à Sigini et à Mandiana, je crois. Mais au bout d'un an, quand nous allons bien nous connaître, nous allons maintenant commander les rizeries pour toutes les régions, en étant sûr maintenant que c'est adapté à notre type de riz. C'est pourquoi, en attendant, nous avons fait venir des décortiqueuses pour les jeunes. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Une rizerie fait 5 tonnes à l'heure, alors que les décortiqueurs font 4 tonnes par jour. Mais la rizerie, c'est une usine, alors que le décortiqueur, c'est pour l'emploi jeune. Donc tout ça, ça va rentrer. Ensuite aussi, nous avons dit que nous allons développer la pêche. Mais comme les pirogues qui vont en mer, c'est différent des pirogues qui vont sur les fleuves, nous avons demandé à Sorel de prendre les moules des pirogues qui sont adaptées en Haute-Guinée et au Fouta, parce que ce n'est pas la même chose. Les pirogues qu'on va en mer, c'est la haute mer, alors que le fleuve n'est pas aussi dangereux. Parce qu'on ne va pas seulement donner des pirogues aux gens qui sont au bord de la mer, on va donner aussi aux gens qui peuvent pêcher dans les fleuves. Pour le moment, ce qu'on a fabriqué, c'est pour la mer, mais très rapidement, puisqu'on aura les moules, on pourra donc fabriquer aussi pour... Mon objectif, c'est que les Guinéens mangent en majorité le poisson et le poussin. Vous savez, on a trop de diabète, trop de crise cardiaque et trop d'AVC qui est dû à notre nourriture. Et je pense que parce qu'on mange trop de viande rouge, je passe mon temps à dire tout le temps on mange trop de viande rouge. Ensuite, on ne mange pas aussi assez de légumes. C'est pourquoi nous sommes en train de lancer les cultures sous serre pour permettre aux femmes de faire des cultures maraîchères toute l'année pour progressivement améliorer notre alimentation. Parce que l'alimentation se joue dans la santé. Je suis fatigué de vaquer tout le temps sur le Maroc, d'être tout le temps à la morgue parce qu'on se lève le matin, il y a AVC ici, il y a AVC ici tous les jours. Et aussi, en plus de l'usine de raffinerie d'huile de palme que Haïtien est en train de construire, nous allons avoir des petites raffineries artisanales pour les femmes parce que l'huile rouge est très mal raffinée. Ça aussi, ça contribue aussi à développer les maladies. Évidemment, on ne va pas demander à toutes les femmes d'envoyer leur palmis à Conakry. Donc on va les aider aussi d'avoir des raffineries modernes, enfin, qui permet de mieux raffiner l'huile, mais qui est pour une petite quantité, petite et moyenne entreprise, quoi. Voilà donc ce que je peux vous dire. Et dire que nous sommes déterminés à développer toute la Guinée. Et aussi la forêt aussi est une zone minière. On a eu la mine des Ogota qui travaille bien, qui a été fermée malheureusement, parce que toujours les gens qui ont attaqué. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de relancer cette mine. Kissidougou aussi, nous avons beaucoup de pierres précieuses. Pour le moment, on connaît les indices, on est en train de travailler pour la géophysique, pour connaître la quantité, ensuite faire le sondage pour connaître la valeur, afin qu'on puisse aussi exploiter. Parce qu'en Guinée, il n'y a pas que la bauxite, le minerai fer. Nous avons toutes les pierres précieuses. Nous avons le cobalt, nous avons le cuivre. Et en grande partie se trouve aussi dans la région forestière principalement, entre Kissidougou, Banankoro et Guéguédougou. C'est pourquoi c'est un avantage parce que lorsque nous aurons le train qui va ramener le minerai de fer de Kérouané à Forcaria, il pourra aussi transporter tous ces minéraux sur le même chemin. C'est pourquoi il est important pour nous de développer ces minéraux-là aussi. Mais il faut d'abord faire la géophysique au 5 millième pour connaître là où il y a la quantité exploitable, parce qu'on a du cuivre en plusieurs endroits, mais où il y a la quantité suffisamment exploitable, ça il faut qu'on arrive à la géophysique. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et dernièrement, la géophysique vient de montrer aussi qu'il y a de l'or à Kissidougou. Enfin, on est en train de faire l'analyse pour savoir effectivement. Bon, je pense qu'il y en a presque partout en Guinée, mais c'est une question d'avoir la connaissance réelle, ça veut dire de faire la géophysique pour connaître quelles sont les quantités exploitables. Donc la Guinée a beaucoup de richesses, particulièrement la forêt, il n'y a pas que l'agriculture. En travaillant, nous pouvons mettre tout ça en valeur pour changer les conditions de vie des populations. Comme j'ai dit, moi je travaille avec ceux qui viennent, ceux qui sont prêts à travailler avec nous.
Si c'est les Chinois, je travaille avec les Chinois. Si c'est les Russes, je travaille avec les Russes, etc. Et je ne crains pas qu'on me dise que je travaille avec tel ou tel, parce qu'on ne peut pas rester nous sous-sol. On doit les transformer. Et tout le monde est le bienvenu. Mais je ne veux pas attendre que les autres viennent. Je travaille avec ceux qui sont venus les premiers. Si les autres viennent aussi, tout le monde a la place. Donc, très souvent, on me critique en Occident en disant que je travaille trop avec les Chinois, etc. Mais quand je suis venu, on ne faisait pas 20 millions de tonnes de bauxite. Et moi, je vais développer la bauxite. Si c'est les Chinois, je travaille avec eux. Si c'est les Français, je travaille avec eux. Mais je ne vais pas attendre qu'ils viennent et que je laisse sous terre. Donc, je travaille avec ceux qui viennent. Je n'ai de préférence pour personne. Mon problème, c'est de développer la Guinée. Même si les gens qui viennent de planète Mars, je vais les donner parce qu'il faut développer le pays. Voilà donc ce que je peux vous expliquer en insistant beaucoup sur l'unité. Il n'y a pas deux agendas, il n'y a pas trois agendas, c'est l'agenda du président. Tout le monde doit aller donc dans ce sens. Parce que si on est dans le bateau, tout le monde doit ramer de la même façon. Mais si vous n'avez pas la même façon, le bateau ne pourra pas avancer. Ça, je m'adresse particulièrement aux cadres parce que ça ne concerne pas les femmes, ça ne concerne pas les sages. C'est surtout au niveau des cadres que ces problèmes se posent. Donc il ne faut pas que vous acceptiez de vous aligner derrière des cadres. Chacun doit travailler pour faire avancer sa préfecture dans l'intérêt des paysans, des femmes et des jeunes, c'est-à-dire des populations les plus vulnérables. Et donc je vous souhaite très bon retour. Je suis surtout content que vous soyez mis d'accord sur le choix. Parce qu'à un moment donné, il y avait un peu de division, ce qui va m'amener de demander au préfet d'attendre la mise en place, que tout le monde soit d'accord. Et je suis heureux maintenant que vous soyez tombés d'accord, parce que nous avons besoin aussi des forces traditionnelles, c'est quand même notre base. Même si à l'État, il y a quand même les forces traditionnelles qui ne doivent pas s'ingérer dans le fonctionnement de l'État, c'est des choses différentes, mais ils ont leur rôle à jouer dans l'unité et dans la concorde au niveau des populations. Quand il y a eu l'Ebola, on vous dit là à la frontière, si vous êtes peu le Malinké, on s'en fout, on demande votre passeport. Un Ivoirien, un Malinké Ivoirien, il va partout. Un Malinké malien, il va partout, mais le Guinéen n'allait nulle part. Donc vous devez savoir que nous sommes d'abord Guinéens avant d'être peu le Malinké, Kizilugé, etc., Kissi, etc. Parce que quand ça ne va pas, c'est la carte d'identité qu'on demande. Et la carte d'identité, il n'y a pas une carte d'identité kissienne, une carte d'identité peu ou Malinké, il y a la carte d'identité guinéenne. Je pense qu'il est extrêmement important donc que nous dépassions ces contradictions inutiles qui nous retardent inutilement. Et que nous sachions aussi qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. C'est ce que je peux vous donner comme conseil. En vous remerciant d'être venu massivement accompagner votre doyen. Je suis désolé que ça soit fait à l'occasion du décès de Louis Mara, décès qui m'a beaucoup surpris, parce que je parlais avec lui tous les jours au téléphone, j'ai été très surpris qu'on me dise qu'il a eu une crise cardiaque. Moi, je ne parle pas toujours de la vie de dire c'est Dieu, parce que si nous faisons des efforts, on attend, quand les gens sont malades, on ne prend pas à temps, on attend que ça va prendre, on dit c'est la volonté de Dieu, c'est pas vrai. Hein? Si on prend à temps, on peut guérir, mais très souvent, on laisse la maladie se développer. Après, maintenant, on dit c'est Dieu. Non, quand quelqu'un a une maladie, si on le soigne, il peut guérir. Hein? On va tous mourir un jour, mais il ne faut pas précipiter la mort par irresponsabilité. Ce que j'ai dit au Fouta, que je ne suis pas imam, quand on envoie les gens se soigner et qu'on le suit, mais quand on ne suit pas, qu'on attend, par exemple, quand quelqu'un a un cancer, quand on le prend au début, bon, on le guérit. Mais aussi, vous attendez qu'il y ait des métastases, évidemment, c'est trop tard. Donc nous avons une responsabilité très souvent dans la mort des gens, parce que nous négligeons. Quand vous avez mal à la tête, vous dites palu. Non, vous dites, grippe. Bon, alors que ça peut être fièvre typhoïde. Mais si vous dites grippe, vous prenez le truc, vous mourrez. Alors que si vous allez à l'hôpital, on va dire c'est fièvre typhoïde, on vous donne des antibiotiques. Donc il faut cesser cette automédication. Ça dit si c'est une maladie, il ne faut pas dire c'est telle maladie. Il faut aller voir le docteur, c'est lui qui connaît. Mais si vous dites c'est grippe alors que ce n'est pas autre chose, ou bien vous dites c'est palu alors que c'est autre chose, ça aussi, après quand vous venez, c'est trop tard. Quand vous venez à l'hôpital, c'est trop tard. Parce que si vous avez la fièvre typhoïde, on vous donne des antibiotiques. Mais si vous ne prenez pas des antibiotiques, bon, vous allez mourir. Ça aussi, nous avons une responsabilité. Et on doit veiller. Dès que quelqu'un est un peu malade, il faut tout de suite voir un médecin. Aujourd'hui, on a construit des centres de santé dans toutes les sous-préfectures. Mais vous préférez l'automédication. Bon, non, il faut aller à l'hôpital. Voilà donc ce que je peux vous donner comme conseil. Et aussi tout changer aussi progressivement notre nourriture
parce que ça nous fait avoir beaucoup de diabète, beaucoup d'AVC, etc. Et plus nous changeons notre alimentation, mieux nous serons aguerris face aux maladies. Donc je vous souhaite très bon retour à Guékédou. Et je vais voir en fonction de mon programme si je peux venir à la fête ou pas. Merci. Les efforts fournis par le président de la République, professeur Alpha Condé, en Guinée forestière, dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures, de la promotion de la femme et des jeunes, ont été étalés par le futur patriarche de Guékédou, Mathias Dembadounou. Il a remercié le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé. Éducation, on va s'arrêter à l'université Amadou Dieng. L'institution libère un groupe d'étudiants diplômés en licence baptisé Promotion Professeur Alpha Condé. C'est la 9e de l'établissement. Le nom a été dévoilé lors d'une cérémonie de remise de diplômes aux étudiants, comme le montre ce compte rendu de Sanassi Keita. Ils sont plus de 1500 étudiants de l'université Amadou Dieng, toutes options confondues, à investir ce dimanche 27 janvier 2019 l'esplanade du Palais du Peuple. Après plusieurs années d'études, ces jeunes se retrouvent ici aujourd'hui pour recevoir leur diplôme de fin de cycle universitaire, en présence surtout du président de la République. Ces étudiants qui vont être désormais sur le marché en quête de leur premier emploi sont ravis de voir surtout le président de la République, professeur Alpha Condé, rehausser de sa présence cette cérémonie. Cette cérémonie, nous en sommes conscients, marque la fin d'un cycle universitaire et ouvre un autre cycle, celui de la vie active face au combat quotidien à mener pour notre insertion sociale. La 9e cohorte de l'université Amadou Dieng et la 6e cohorte de l'Institut de formation professionnelle vous souhaitent la bienvenue et saisissent cette opportunité pour remercier du fond du cœur la Fondation Amadou Dieng. La fondatrice de l'université Amadou Dieng s'est fortement réjouie de voir le chef de l'État présider cette cérémonie de remise des diplômes à plus de 1500 étudiants sortants de toutes les options. Avec la présence du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui a bien voulu nous honorer de sa présence au sein de cette cérémonie. Je remercie Dieu, je remercie le peuple de Guinée d'avoir choisi un homme averti, qui a pitié d'orphelins, qui respecte et qui honore la femme de Guinée. L'honneur est ainsi revenu au président de la République, professeur Alpha Condé, de s'adresser à ses étudiants en ces termes. C'est un grand honneur pour moi d'être là, car nous devons honorer cette dame. Je dis souvent que l'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles, mais qu'il faut que nous soyons à l'heure pour la 4e révolution industrielle, qui est basée sur une nouvelle technologie. Qui dit nouvelle technologie, dit savoir, dit université. Cette dame qui a beaucoup d'universités fait très peu de bruit. C'est à peine si on sait qu'elle existe. Pendant ce temps, d'autres qui n'ont qu'une seule université nous fatiguent de tapage. Nous devons vraiment lui rendre hommage. C'est pourquoi j'ai tenu à venir. Madame Dieng, j'ai tenu vraiment à venir pour rendre hommage, car c'est rare de trouver une femme comme vous qui se consacre à faire passer le savoir au niveau de notre jeunesse.
Et je sais que cela vous prend beaucoup de temps, mais vous le faites avec beaucoup de passion et beaucoup de détermination. Je ne manquerai pas non plus de remercier et de féliciter vos fils, que je les ai vus à l'œuvre sur le terrain, que ce soit à Labé ou à Conakry. Il est extrêmement important que la jeunesse guinéenne maîtrise le savoir. Car dans le monde que nous vivons aujourd'hui, une jeunesse qui ne maîtrise pas ce savoir est une jeunesse perdue face à la concurrence que nous devons vivre dans le monde. Donc je suis très heureux d'assister à cette cérémonie de remise des diplômes à des lauréats. Mais c'est très bien d'avoir des diplômes, mais la formation ne s'arrête pas là. Très souvent, lorsqu'on a des diplômes, on pense que la formation est finie. Non, la formation doit être continue tout au long de la vie. Car si vous vous contentez seulement de ce que vous avez appris à l'école et que vous ne suivez pas les différentes formations, les différents progrès dans votre domaine, vous serez rapidement dépassé. C'est pourquoi il est extrêmement important que le ministre de l'Enseignement supérieur et d'autres mettent à la disposition de nos jeunes la capacité de toujours s'améliorer pour toujours renforcer leurs connaissances. Je souhaite donc bonne chance à tous ces étudiants. Surtout, je leur souhaite leur insertion dans la vie sociale, c'est-à-dire de trouver rapidement du travail afin de rendre ce que leurs parents leur ont donné. Parce que vos parents vous ont supporté depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Il est temps que vous aussi, vous travaillez pour leur rendre ce qu'ils vous ont donné. Donc j'espère que vous trouverez tout du travail et je continuerai à encourager Mme Dieng, car je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes comme elle en Guinée. Et je l'encourage encore, je serai toujours à vos côtés. Merci. Un nom restera désormais gravé dans les annales de l'histoire de cette 9e promotion de l'université Amadou Dieng. C'est bien sûr le président de la République, professeur Alpha Condé. Comme vous pouvez le souhaiter, votre cadeau au président de la République est une affiche de sa photo de 15 mètres sur 15 sur le côté droit du bâtiment. En son honneur, la promotion est baptisée promotion président professeur Alpha Condé. Après lui avoir donné le nom de cette 9e promotion, les responsables de l'université Amadou Dieng ont fait honneur au professeur Alpha Condé de procéder à la remise de quelques diplômes aux heureux récipiendaires. Des récipiendaires nombreux ici sur cette esplanade du Palais du Peuple qui continuent sans cesse de manifester leur joie de voir le président de la République, professeur Alpha Condé, rehausser de sa présence cette cérémonie. Un président déterminé à soutenir sans cesse la formation des jeunes. Car comme le dirait l'autre, le peuple qui a les meilleures écoles est le premier. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Chapitre santé, d'abord avec la vaccination contre le tétanos maternel et néonatal. La campagne est officiellement lancée en Guinée par la première dame de la République. Elle consiste à vacciner toutes les femmes enceintes ou en âge de procréer contre cette maladie. L'objectif, et vous allez l'entendre, est de contribuer à réduire la mortalité maternelle et infantile. Ali Badra Condé. Cette vaste campagne de vaccination contre le tétanos maternel et néonatal va durer 6 jours. Plus de 3 millions de femmes âgées de 15 à 49 ans sont concernées par cette opération. Elle va toucher les 38 districts sanitaires du pays. L'action vise l'éradication des tétanos maternel et néonatal d'ici à 2020. Au cours des 5 dernières années, tous les 38 districts sanitaires du pays ont notifié au moins un cas de tétanos néonatal. D'où la nécessité de poursuivre les efforts à tous les niveaux afin de contribuer à l'élimination du tétanos maternel et néonatal jusqu'à atteindre au moins un cas pour 1000 naissances vivantes d'ici fin 2020. Nous recommandons donc à tous les pays le renforcement de la vaccination systématique des femmes enceintes avec le vaccin contre le tétanos, la mise en œuvre des activités de vaccination supplémentaires, notamment dans les zones à risque, ciblant les femmes en âge de procréer avec 3 doses de vaccin bien espacées. Les accouchements assistés et les pratiques d'entretien des cordons ombilicaux propres par du personnel qualifié, la surveillance et l'analyse du risque de tétanos, y compris les enquêtes et la riposte en temps réel,
le financement de l'élimination du tétanos maternel et néonatal à travers un budget planifié dans les plans annuels et les plans pluriannuels de la santé et de la vaccination. La première dame de la République, Adjedjene Kondé, en sa qualité de championne de la vaccination en Guinée, invite les acteurs à tous les niveaux à apporter leur expertise pour la réussite de cette opération. Elle a aussi réitéré son engagement à travers sa fondation Prosmi de participer à l'amélioration des conditions de santé des femmes et des enfants. Depuis le Forum national consultatif sur la vaccination organisé en octobre 2017, je me suis engagée à être le porte-flambeau des défenseurs des droits des enfants à la vaccination et à accompagner les différents efforts du ministère de la Santé à travers la coordination nationale du programme élargi de vaccination pour rehausser les indicateurs de la vaccination prénatale et néonatale des nourrissons et de leurs mères. Ça a été dit, ce qui m'a valu d'ailleurs le titre honorifique de champion de la vaccination. Vous comprendrez donc, au-delà d'être un honneur, c'est aussi et avant tout un devoir pour moi de prendre part à cette importante cérémonie de lancement des journées nationales de vaccination contre le tétanos maternel et néonatal à l'origine d'un important décès, d'un nombre important de décès maternels et néonatal. Selon les spécialistes de santé, en 2016, plus de 2,6 millions d'enfants sont morts dès le premier mois de la vie à travers le monde. En Guinée, 136 cas ont été enregistrés en 2018. Et puis je vous le disais en titre, on va parler de la lèpre. Gros plan sur la maladie dans le pays. Elle recule selon les spécialistes et ce depuis 2005, grâce notamment à la construction de centres de dépistage et de traitement de la maladie dans toutes les régions du pays. On va se rendre dans l'un des plus vieux centres de prise en charge de la lèpre en Guinée. Il se trouve à Kindia et sur place, tout un mécanisme est mis en place pour faire face à cette pathologie infectieuse en régression dans le pays. C'est un reportage témoignage signé à Toubari. En 1975, une histoire douloureuse bouleverse la vie de Fodé Momo. À la fleur de l'âge, la lèpre croise son chemin. Une maladie infectieuse par voie aérienne méconnue par lui et même son entourage à l'époque. Conséquence, il est rejeté par sa communauté à cause de l'apparition des plaies sur ses membres supérieurs et inférieurs. Lorsque la maladie m'a attrapé, tout le monde m'a fui parce que j'avais des plaies sur mes mains et pieds. Et un jour, on m'a envoyé à Kindia. Pour son traitement médical, c'est au centre de la lèpre de Kindia qu'il l'a fait. Un centre historique de prise en charge des lépreux. Ici, les patients suspects de la pathologie arrivent avec des signes cliniques comme les douleurs articulaires, éruptions cutanées et surtout des plaies ouvertes. Chez les suspects, la consultation est spécifique pour chercher les parties atteintes par le virus. Puisque les bacilles attaquent les nerfs, donc dès que les bacilles attaquent les nerfs, ils vont détruire les nerfs. Et en ce moment, les mains seront sensibles et les pieds. C'est en ce moment on prend les bics et on demande aux malades de nous suivre partout où on va toucher. Ils nous montrent là où on a touché. Il y a des malades dont les mains sont insensibles. Partout où on touche, et s'il a des yeux fermés, il ne pourra pas nous montrer. À l'issue de la consultation, des analyses sanguines sont demandées pour confirmer le diagnostic. Pour ceux qui sont positifs avec des complications comme des plaies affectant les os, c'est l'intervention chirurgicale qui s'impose. Ce qui entre la complication, c'est la modification par exemple des nerfs qui transmettent et l'infection s'installe. C'est ce qui va donner la complication. Une plaie qui est là, qui est infectée, on fait tout avec les pansements pour guérir. La plaie ne guérit pas, on est obligé d'amputer et d'enlever. Parce que c'est des plaies chroniques qui ne font pas mal. Les malades ne sentent pas, parce que le système nerveux n'est plus en ceux là-bas. L'autre volet du traitement des patients lépreux
est l'éducation hygiénique. Le lavage systématique des parties infectées par la maladie et l'application du beurre de karité favorisent leur guérison rapide. À la sortie du centre de traitement, ils sont dotés de paires de chaussures de protection. Des stratégies nationales mises en œuvre dans toutes les préfectures et qui permettent aujourd'hui à la Guinée d'avoir un taux de prévalence de moins d'1 cas pour 100 000 habitants. La seconde phase est la phase du maintien des acquis. Et cette phase, c'est la phase de dépistage qui nous a amené aux alentours de 200 à 200 nouveaux cas par année. Et la troisième étape, c'est l'incidence des complications liées à la lèpre et leur prise en charge dans notre pays, qui constitue maintenant un objectif essentiel, non seulement pour notre pays, pour notre programme, mais sur le plan aussi mondial. Parce que nous sommes à 16% parmi les nouveaux cas, c'est-à-dire 16 malades sur chaque 100 nouveaux cas que nous avons viennent nous voir avec des complications. Dans ce centre de prise en charge de la lèpre de Kindia et dans tous les autres du pays, le traitement de la maladie est gratuit grâce à l'appui de plusieurs partenaires. Le programme national de lutte contre la lèpre élargit son assistance aux personnes guéries de la maladie par des activités génératrices de revenus. Cette phase de réinsertion socio-professionnelle a touché plus de 150 lépreux dans le pays. On termine avec ce centre de lecture publique. Il est installé au jardin du 2 octobre pour encourager la lecture chez les jeunes, une initiative de la maison d'édition L'Harmattan Guinée, soutenue par la première dame de la République, Ali Badra Condé. Le lendemain, je cherche un moyen... La lecture est un moyen de divertissement et d'enrichissement des connaissances. C'est pourquoi la maison d'édition Harmattan Guinée incite les jeunes à la lecture, d'où la création de plusieurs points de lecture à travers la capitale. Le jardin du 2 octobre, lieu de prédilection des enfants, a aussi son temple de savoir. L'infrastructure est financée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance à hauteur de 20 000 €. Le premier des investissements, c'est l'investissement en faveur de l'enfant. Ces enfants qui sont là avec nous, à travers ce centre de lecture, auront des opportunités de voyager, de découvrir le monde, sa richesse, d'aller à la rencontre d'autres civilisations, d'être créatifs, de libérer leur génie créateur. Cette nouvelle infrastructure va également servir de lieu de retrouvailles à certaines associations de jeunesse comme le Parlement des enfants. Le Parlement des enfants de Guinée, dans sa dynamique de plaidoyer auprès de gouvernements et des partenaires au développement, suscitera plus d'engagement pour la démultiplication de ces points de lecture à travers les différentes régions de notre pays, afin que les populations à tout endroit puissent y accéder. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier les promoteurs de Conakry, capitale mondiale du livre, pour les résultats obtenus au cours de la période dédiée à l'événement, mais aussi solliciter que ces lieux servent de point de rencontre et de travail pour le Parlement des enfants de Guinée. Nous, en Guinée, encore une fois, on veut le livre. C'est ça notre vision. Mais on ne peut pas s'autoproclamer capitale africaine du livre. Il faut du travail. Il faut que toute la Guinée se réveille. Le président de la République nous a signalé pendant la clôture. Il dit que le gouvernement de la République sera à nos côtés. Notre souhait, que vous soyez notre ambassadrice pour mener ce projet à bout, Madame la Première Dame. La Première Dame de la République, très attachée à la formation des enfants, a tout d'abord exhorté la jeunesse guinéenne à la lecture avant de solliciter auprès des partenaires la construction des points de lecture à travers le pays. J'implore les bailleurs pour que ce centre soit reproduit non seulement à travers la Guinée, même dans les sous-préfectures, qu'à travers ces centres, il y a des femmes illettrées aussi dans nos sous-préfectures qui peuvent être initiées, cette fois-ci pas par les grands, mais par leurs enfants qui pourront être alphabétisés. Donc vous voyez que ce projet qui commence doucement peut devenir un projet de développement pour la Guinée, puisque l'éducation, le savoir est quelque chose
que nous devons appréhender et que nous devons transmettre à nos enfants. Au total, 15 points de lecture sont aujourd'hui disponibles dans la capitale. Ces infrastructures sont le fruit de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. En bref, dans le cadre des conférences de presse du bilan des départements ministériels, la ministre de l'Agriculture s'est prêtée à cet exercice ce matin. Le développement de son secteur ces dernières années a été largement présenté. Nous vous présentons le compte-rendu de cette conférence de presse dans nos prochaines éditions d'information. Et puis ce communiqué du ministère de l'Économie et des Finances. Conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et à ses textes d'application, le ministre de l'Économie et des Finances rappelle aux responsables des services publics et ceux des établissements publics à caractère administratif, EPA, que leurs ressources doivent être déposées et gérées au sein du compte unique du Trésor, ouvert au nom du Trésor public dans les livres de la Banque centrale de la République de Guinée. Pour permettre l'opérationnalisation effective du compte unique du Trésor, le ministre de l'Économie et des Finances invite les responsables des services publics et ceux des établissements publics à caractère administratif, EPA, n'ayant pas encore transféré les comptes de leur structure ouverts dans les banques commerciales, à procéder à la fermeture des 10 comptes et à leur transfert à la paierie générale du Trésor correspondant du Trésor au plus tard le 31 janvier 2019, délai de rigueur. Au-delà de ce délai, le ministre de l'Économie et des Finances usera de moyens légaux à sa disposition pour le respect de cette mesure. Le ministre de l'Économie et des Finances s'est compté sur l'esprit de franche collaboration des responsables des structures visées par le présent communiqué. Mamadi Camara. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Guékédou, Kissidougou et Koundara. Demain à 13h, vous serez avec Alia Camara. Je vous attends à 20h30. Bonsoir et restez fidèles à la télévision nationale.